Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. L'horizon de Manhattan scintillait au-delà des parois de verre du Penthouse des Bennett, baigné d'une lueur dorée dans la lumière déclinante du jour. De l'extérieur, tout semblait parfait. Un appartement spacieux dominant la ville, un mariage entre un milliardaire brillant et une femme élégante et magnifique. Mais à l'intérieur des murs raffinés du dernier étage, le silence parlait plus fort que n'importe quelle symphonie. Sophia Lane se tenait près de la fenêtre du sol au plafond, les bras enroulés autour d'elle-même, comme si son propre contact pouvait lui apporter de la chaleur. 3 ans de mariage, et pourtant sa peau souffrait encore d'une forme de désir qui n'avait pas sa place dans sa réalité. Derrière elle, le léger tintement d'une tasse de thé touchant sa soucoupe était le seul autre son dans la pièce. Nathan Bennett, son mari, était assis à sa place habituelle, dans un fauteuil en velours à l'autre bout de la pièce, vêtu de son costume bleu marine sur mesure, qu'il portait même à la maison, comme si retirer son armure signifiait laisser échapper quelque chose de dangereux. Il la regardait, son regard s'attardant plus longtemps que d'habitude, presque tendre, mais c'était un regard qui s'arrêtait avant toute action, comme tant d'autres. « J'ai préparé du jasmin, dit-il, en soulevant la deuxième tasse du plateau et en la posant sur la table basse envers la plus proche d'elle. Elle se tourna lentement, laissant ses yeux se poser sur lui. Cette vision lui coupait encore le souffle. Des cheveux bruns avec une mèche légèrement en désordre, des yeux d'un bleu si intense qu'ils semblaient cacher des océans de non-dits, et une bouche qu'elle n'avait jamais embrassée, pas vraiment, pas depuis le mariage. « Merci », murmura-t-elle, en s'approchant de la tasse, sa robe de soie glissant sur le parquet. « Tu t'es souvenu que c'est mon préféré. Je n'oublie jamais les choses qui comptent. » Les mots flottaient entre eux, comme une promesse ou une excuse. Sophia ne pouvait pas dire lequel des deux. Elle le regarda retomber dans le silence, se replier sur lui-même, comme si même la gentillesse avait ses limites. Leur mariage avait toujours été ainsi, une cérémonie jouée pour le monde entier, suivie d'une lune de miel qui n'avait jamais vraiment commencé. Elle se souvenait de cette nuit-là avec une clarté éclatante, debout dans une suite éclairée à la chandelle, le cœur battant, portant la nuisette en soie ivoire que sa mère lui avait offerte en cadeau, pleine d'espoir, nerveuse, prête à l'aimer. Mais Nathan ne l'avait que tenue dans ses bras, murmurant quelque chose à propos du fait qu'elle était trop précieuse, trop intouchable. « Je dois être digne de toi », avait-il dit, comme si elle était une entité céleste qu'il n'osait approcher. Puis il s'était endormi à ses côtés, les bras autour d'elle mais le corps distant. C'était il y a 95 jours. Il n'avait jamais réessayé. Au début, Sophia avait cru que c'était juste de la nervosité, être quelque chose d'irrésolu de son passé. Mais au fil des semaines devenues mois, puis des mois devenus années, la vérité devenait plus difficile à nier. Il ne la touchait pas, ne l'embrassait pas, ne lui tenait même pas la main, sauf si cela était requis en public. Et pourtant, de petites manières inexplicables, il montrait de l'attention. Ses livres préférés apparaissaient sur sa table de nuit. Des gardénias fraises étaient placés dans le couloir tous les dimanches, bien qu'elle n'ait jamais mentionné combien elle les aimait. Chaque fois qu'elle avait mal à la tête, son thé arrivait déjà infusé avec du citron et du miel. Il remarquait tout, sauf sa douleur. « Tu travailles trop tard », dit-elle maintenant, essayant de briser le silence qui était devenu leur troisième présence. « Je te vois à peine. Je sais. » Il leva les yeux, un éclair de regret dansant dans son regard comme un lampadaire cassé. « Les choses sont compliquées à l'entreprise, mais je serai plus à la maison. Je te le promets. » Des promesses. Elle en avait un tiroir plein, murmuré à voix basse, écrite sur des post-it, envoyée par SMS entre 2 réunions. Mais aucune n'avait jamais dit « je t'aime ». Pas une seule fois. « Parfois, dit-elle, en portant la tasse à ses lèvres, je me demande si tu m'as épousé par obligation. » Nathan tressaillit, à peine, mais elle le vit. Il baissa les yeux sur ses mains, les fléchissant comme s'il tenait quelque chose de trop fragile. « Ce n'est pas le cas, dit-il doucement. Alors pourquoi me traites-tu comme du verre ?» Sa voix se brisa, et pendant un instant, la façade trembla. Ses yeux se levèrent vers les siens, plus sombres maintenant, plus orageux. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Quels que soient les mots qui se battaient dans sa gorge, ils moururent avant de l'atteindre. Au lieu de cela, il se leva et se dirigea vers le couloir. Avant de disparaître, il s'arrêta. « Tu mérites mieux que ça, dit-il. » Ce n'était pas une confession. Ce n'était pas une explication. C'était juste une autre ligne dans le livre du silence qu'ils partageaient. Plus tard cette nuit-là, Sophia était allongée au centre froid de leur lit. Elle avait cessé d'attendre qu'il la rejoigne il y a longtemps. Il le faisait rarement, et quand il le faisait, c'était toujours après qu'elle s'était endormie. Les draps ne s'en mêlaient jamais, leurs corps ne se rencontraient jamais. Mais ce soir-là, elle ne pouvait pas dormir. Elle marcha pieds nus dans le couloir, puis dans le bureau, s'attendant à ce qu'il soit vide.
Au lieu de cela, elle trouva Nathan là, chemise déboutonnée, manches retroussées, fixant quelque chose sur le mur. Et puis elle le vit. L'un des murs de son bureau privé était couvert de croquis, au fusain, au crayon, à l'encre, tous d'elle. Riant sur la terrasse, lisant sur le canapé, assise près du piano à la lumière du matin. À côté des croquis, des centaines de photos spontanées, non posées, honnêtes, brutes. Elle étouffa un cri. Nathan se tourna lentement, son expression indéchiffrable. « Tu n'es pas censé être ici, dit-il, mais sa voix ne contenait pas de colère, seulement de la peur. Ses yeux étaient grands ouverts, pleins d'un mélange d'émerveillement et de confusion. « Qu'est-ce que c'est ?» Il la regarda comme un homme qui venait d'être surpris en train de saigner. « C'est la seule façon dont j'ai pu te toucher, dit-il. » Et pour la première fois en 3 ans, elle ne s'éloigna pas. Elle s'approcha, mais il recula. « Je ne peux pas, murmura-t-il. Pas encore. » Dehors, la ville scintillait comme 1000 secrets attendant d'être révélés. À l'intérieur, Sophia se tenait au bord de quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Elle ne savait pas que derrière la froideur de son regard et la précision de sa distance se cachait une guerre qu'il avait menée en silence. Et bientôt, ce silence commencerait à se briser. Le souvenir s'était adouci sur les bords maintenant, comme une photo laissée trop longtemps au soleil, mais Sophia pouvait encore sentir le poids de cette nuit, comme si elle avait eu lieu hier, leur nuit de noces, un moment qui aurait dû marquer le début de tout, mais qui avait au contraire creusé un silence si profond qu'il résonnerait pendant des années. La suite à Santorin était comme sortie d'un rêve. Des draps blancs ondulaient avec la brise venant du balcon ouvert, et l'odeur de l'eau salée flottait dans l'air. Des dizaines de bougies scintillaient dans la pièce, projetant une lumière dorée sur des draps de satin et des pétales de rose éparpillés comme des murmures sur le lit. La villa était isolée, perchée sur une falaise avec la mer en contrebas et les étoiles au-dessus. Rien n'existait au-delà de cet instant, sauf eux. Sophia avait passé des heures à se préparer, pas pour son apparence, mais pour l'émotion. Elle s'était douchée lentement, laissant la chaleur pénétrer sa peau, puis avait enfilé la nuisette en soie ivoire que sa mère lui avait choisie, une pièce délicate de soie et de dentelle transmise de génération en génération. Son cœur battait à chaque pas vers la chambre, rempli d'un mélange discret de nervosité et d'espoir. Nathan se tenait près du balcon, un verre de vin à la main, le dos tourné vers elle. La lumière de la lune capturait juste assez son profil pour qu'elle puisse voir la tension dans sa mâchoire. « Je ne m'attendais pas à ce que tu portes ça, » dit-il doucement, sans se retourner. « C'était à ma mère, » répondit-elle. Elle disait qu'une nuit de noces est sacrée, qu'elle devient un souvenir que l'on porte dans son corps. Il posa le verre avec soin et se tourna. Ses yeux rencontrèrent les siens, et quelque chose en eux changea, pas du désir, pas de la peur, quelque chose d'autre, quelque chose de torturé. Elle fit de l'empas vers lui, et il ne bougea pas. Ses mains trouvèrent sa poitrine, ses doigts se recroquevillant contre le blanc impeccable de sa chemise. Elle attendait son contact, son baiser, son abandon. Mais Nathan ne tendit pas la main vers elle. Au lieu de cela, il posa doucement ses mains sur ses bras et recula, comme si sa proximité le brûlait. « Sophia » sa voix se brisa, « tu n'as pas idée combien de temps j'ai attendu de te voir ainsi. Tu es à couper le souffle. Alors viens plus près, murmura-t-elle. S'il te plaît. » Mais il secoua la tête, presque imperceptiblement. « Tu es trop précieuse. Je ne peux pas. Pas comme ça. Pas encore. » Ses sourcils se froncèrent. À cause de la nervosité? À cause des attentes? Il ne répondit pas. Nathan, dit-elle encore, plus doucement, nous sommes mariés. Je sais. Alors qu'attendons-nous? Il détourna le regard, vers la mer. Que je sois digne de toi. Elle avait envie de crier, de pleurer ou de disparaître dans la brise qui dansait à travers les rideaux, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle tendit la main vers la sienne et la tint. Ses doigts tremblaient contre les siens. Quoi que ce soit, murmura-t-elle, nous l'affronterons ensemble. Et pendant un instant, on aurait dit qu'il la croyait. Cette nuit-là, il ne lui fit pas l'amour. Il ne l'embrassa même pas sur les lèvres. Il se déshabilla juste assez pour la tenir dans ses bras, et elle posa sa tête sur sa poitrine, écoutant la douleur dans les battements de son cœur. Il murmura des choses dans l'obscurité, mi-confession, mi-prière, qu'elle était la seule lumière qu'il ait jamais connue, que son rire était le seul son qui lui faisait oublier le bruit dans sa tête, qu'aimer la terrifiait plus que la mort. Elle s'endormit cette nuit-là dans ses bras, pensant, demain. Demain, il sera prêt. Mais demain n'est jamais venu. Les jours qui suivirent furent remplis de sourires polis et d'espaces tout aussi polis. Nathan devint encore plus méticuleux. Organisant des dîners romantiques qu'elle n'avait pas demandés, planifiant des voyages qu'elle ne faisait jamais, lui envoyant des fleurs tous les lundis sans faute. Mais il ne la toucha plus jamais. Elle attendit la première semaine, puis la deuxième. Un mois passa, puis 2, jusqu'à ce que l'attente devienne routine, et que son désir se transforme en un chagrin silencieux. Elle n'en parla à personne, pas même à sa meilleure amie.
Le monde voyait leurs photos et les appelait le couple parfait. Les couvertures de magazines louaient leur élégance, leur intimité, leur histoire d'amour. Mais seule Sofia connaissait la vérité, elle partageait sa vie avec un homme qui l'adorait de loin, refusant de franchir la distance. Et ainsi commença le deuil. Non pas pour un homme perdu, mais pour une proximité refusée. Elle pleurait chaque fois qu'elle sortait de la douche et trouvait le miroir de la salle de bain embué de poèmes qu'il écrivait et effaçait avant qu'elle ne puisse les lire. Elle pleurait chaque nuit où elle se réveillait pour le trouver en train de la regarder dormir, seulement pour qu'il fasse semblant de lire lorsqu'elle ouvrait les yeux. Et elle pleurait surtout pour la nuit de noces qui n'avait jamais eu lieu, la nuit qui vivait comme un fantôme dans leur lit. Parfois, Sofia passait ses doigts sur la nuisette en soie, toujours soigneusement pliée dans le tiroir du haut. Elle ne la porta plus jamais. Cela lui semblait comme porter un souvenir qui n'avait pas été autorisé à devenir réel. Un soir, près d'1 an après leur mariage, elle trouva une note glissée dans un livre sur sa table de nuit, dans l'écriture inimitable de Nathan. Il y était simplement écrit « Si je te touche un jour comme je le rêve, je n'y survivrai pas ». Elle fixa les mots longtemps, puis déchira le papier et le jeta dans le feu, car les rêves ne vous tiennent pas chaud la nuit. Et pourtant, elle n'a jamais cessé de le désirer, n'a jamais cessé de croire que sous le silence, les règles et la peur, il l'aimait. Elle le voyait dans la manière dont il écartait une mèche de cheveux derrière son oreille quand elle ne regardait pas, dans la manière dont il la regardait jouer du piano, comme si chaque note était cousue à ses côtes, dans la manière dont il tressaillait chaque fois qu'elle pleurait, bien qu'il ne parlât jamais. Une nuit, 2 ans après leur mariage, elle lui demanda doucement « Qu'est-ce que nous sommes ?» Nathan la regarda pendant un long moment insupportable, puis dit « Je suis ton protecteur. Mais je n'ai pas épousé un garde du corps. » « Non, murmura-t-il, tu as épousé un lâche qui souhaite être assez courageux pour t'aimer comme tu le mérites. » Et c'est alors que Sofia réalisa quelque chose de plus profond que n'importe quelle blessure, ce n'était pas un mariage, c'était une prison construite de peur et habillée d'or. Mais elle ne savait pas encore de quoi il la protégeait. Et cette vérité, celle cachée derrière des années de distance, était sur le point de s'effondrer dans leur vie. Nathan Bennett était un homme enchaîné par l'élégance. Chaque mouvement qu'il faisait, chaque mot qu'il prononçait était empreint de retenue, comme une symphonie composée entièrement dans le silence. Mais derrière son immobilité calculée, derrière chaque contact inachevé et chaque promesse brisée, vivait un secret, forgé dans l'encre et le sang 3 ans plus tôt, quelques semaines avant le mariage. Nathan s'était assis face à Victor Shaw dans une suite privée au Astor, un club exclusif dont seuls les milliardaires parlaient à voix basse. Victor arborait un sourire qui ne touchait jamais ses yeux. Il parlait lentement, chaque syllabe teintée de poison déguisé en politesse. « Tu l'épouses » dit Victor, en faisant tournoyer un verre de scotch, « mais tu épouses aussi quelque chose que tu ne comprends pas. »« Je ne l'épouse pas pour toi, » répondit Nathan, la mâchoire serrée. « Non, » acquiesça Victor, « tu l'épouses malgré moi. Et ça, mon cher Nathan, est une erreur pour laquelle tu saigneras. » Sur la table entre eux se trouvait un contrat, 17 pages, juridiquement contraignant et imprégné d'implications qu'aucun tribunal ordinaire n'oserait questionner. Nathan avait lu chaque clause. La condition était claire, 5 ans de célibat absolu, non seulement avec Sofia, mais avec toute femme. Si Nathan violait le contrat, tout serait perdu. Ses parts, ses investissements, ses propriétés, son nom, et Sofia. En noir et blanc, il était stipulé. En cas de violation, le contrôle légal complet des actifs matrimoniaux partagés et la tutelle conjugale seront transférés à Victor Shaw. Tutelle, comme si Sofia était une propriété, une clause construite sur des failles juridiques séculaires enfouies dans les fonds fiduciaires qui protégeaient les dynasties d'anciennes fortunes. Nathan avait voulu le brûler, le déchirer, mais Victor s'était alors penché, les yeux brillants comme ceux d'un vautour, et avait porté le coup final. « Tu as vu ce qui est arrivé à Eleanor. Tu te souviens d'elle, n'est-ce pas? Eleanor Brooks, l'ex-fiancée de Nathan, douce, artistique, enceinte. Elle était morte dans un accident de voiture 2 mois après que Nathan eut rompu, mais aucune partie de lui ne croyait que c'était un accident. Tuesday la menaces, grogna Nathan. Je protège mon héritage, répondit Victor, tout comme tu protégeras le tien si tu signes. Nathan avait signé. Il avait signé parce que Victor possédait les ombres dont Nathan s'était autrefois échappé, parce que quelque part dans ce labyrinthe de lignées, de secrets et de jeux de pouvoir, Victor Shaw détenait une obscurité que Nathan ne pouvait pas encore détruire. Et Sofia, la radieuse Sofia, n'avait aucune idée qu'elle entrait dans un mariage maudit avant même qu'il ne commence. Maintenant, des années plus tard, Nathan était assis seul dans son bureau, fixant ce même contrat. Les bords étaient usés, tachés d'empreintes digitales et de rage. L'encre s'effaçait, mais son pouvoir restait aussi tranchant que jamais. Il avait construit des murs de silence entre lui et la femme qu'il aimait, non par orgueil, mais par désespoir. Chaque pas qu'il faisait vers Sofia était un pas vers sa perte définitive.
Quel genre d'homme échange son propre contact pour la sécurité de la femme qu'il aime? Celui qui a vu ce que Victor fait aux femmes qui désobéissent. Celui qui tient son désir comme une arme chargée. Et Sophia, elle n'en avait aucune idée, mais elle commençait à tout remettre en question. Ce matin-là, elle avait remarqué le cadenas sur le tiroir inférieur du bureau de Nathan, celui qu'il gardait toujours fermé, même quand tout le reste lui était ouvert. Et pour la première fois, elle essaya les clés. Elles ne correspondaient pas. Elle frappa à la porte pendant que Nathan se rasait dans la salle de bain. « Il y a un tiroir dans ton bureau que je n'ai jamais vu ouvert », dit-elle avec désinvolture. « Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Un contrat, dit-il, trop vite. Pourquoi ? Les affaires. » Elle hocha la tête, faisant semblant de le croire, mais son cœur racontait une autre histoire, une histoire qui battait plus fort chaque jour, car rien dans leur mariage n'avait de sens. Pourquoi l'épouser si son corps ne l'intéressait pas? Pourquoi la tenir la nuit comme un trésor, pour ne jamais la revendiquer comme sienne? Pourquoi crier son nom dans son sommeil, pour devenir froid au matin? Pourquoi cette douleur entre eux, pleine de dévotion et de déni? Plus tard cette semaine-là, Sophia revint d'une exposition d'art et trouva Nathan endormi sur le canapé, une main reposant sur un livre de poèmes qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il était ouvert à une page marquée, et écrit dans la marge, de l'écriture hâtive et brute de Nathan, il y avait les mots. « Touche-la et tu la perds. Garde-la et perds-toi. » Elle fixa l'encre pendant ce qui lui sembla des heures. Quand il se réveilla, elle n'en parla pas, mais quelque chose en elle commença à se défaire. Les questions qu'elle avait enfouies griffaient maintenant pour remonter à la surface. Et Nathan le sentait. Un soir, alors qu'il dînait sous les étoiles sur la terrasse du Penthouse, elle demanda enfin, « M'as-tu épousé pour me protéger ?» Sa fourchette s'arrêta en l'air, sa gorge se serra, mais il ne détourna pas le regard. Oui. Sa voix trembla. De quoi? Et cette fois, il ne répondit pas, car comment dire à la femme qu'on aime qu'un homme veut la posséder comme un trophée, que votre contact pourrait déclencher une tempête de destruction planifiée des années à l'avance, que sa sécurité même dépend de votre propre malheur? La malédiction n'était pas dans leurs étoiles, elle était dans leur signature. Et Nathan savait que plus il se rapprochait, plus le piège se refermerait bruyamment. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne voyait venir, c'était que quelqu'un d'autre les observait, quelqu'un qui voulait s'assurer que le contrat serait rompu, non par justice, mais par obsession. Et quand cette personne déciderait d'agir, leur fragile illusion de sécurité se briserait en une seule nuit. Sophia l'avait toujours senti, la manière dont Nathan la regardait quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. Ce n'était pas du désir, ce n'était pas de la possession, c'était quelque chose de bien plus dangereux, de la révérence, comme s'il l'adorait en silence parce que dire les mots à voix haute mettrait le feu au monde. Elle le ressentait dans la manière dont il ajustait son écharpe avant qu'elle ne parte pour des réunions, dans la manière dont il s'arrêtait une seconde de trop avant de quitter une pièce où elle entrait, dans la manière dont il remplissait leur maison de gestes de soins silencieux, toujours en train d'observer, toujours proche, mais ne franchissant jamais cette ligne invisible entre présence et contact. Mais ce ne fut qu'en découvrant son secret qu'elle comprit vraiment. Cela arriva un mercredi. Elle cherchait un carnet de croquis perdu, celui qu'elle utilisait pour noter ses rêves, quand un tiroir mal rangé dans le placard du couloir se bloqua. Sophia s'agenouilla pour le réparer et remarqua une petite clé en laiton, poussiéreuse et cachée sous des gants d'hiver usagés. Elle ne correspondait à aucune serrure qu'elle connaissait. La curiosité s'épanouit là où la confiance commençait à s'effriter. Ce soir-là, après que Nathan fut parti pour un dîner de travail, elle essaya la clé sur le seul endroit qu'il gardait toujours verrouillé, un second bureau caché derrière le mur de la bibliothèque principale. Elle ne l'avait vu qu'une fois, lorsque l'entrepreneur l'avait mentionné pendant la rénovation. Nathan avait balayé la question, juste du rangement supplémentaire, rien d'intéressant. Mais quand la clé tourna, la porte s'ouvrit en grinçant comme une confession longtemps enfouie. Ce qu'elle trouva à l'intérieur lui coupa le souffle. La pièce était sombre, éclairée seulement par une lampe sur pied près du coin. Les murs étaient couverts, non pas de livres ou de plans, mais d'ailes, des dessins, des photographies, des peintures, des dizaines, être des centaines. Certains étaient des croquis au graphite, bruts et émotionnels. D'autres étaient des aquarelles, éthérées et douces. Une immense toile reposait contre le mur, inachevée, son image suspendue dans un lever de soleil à moitié formé. Et puis les photos, des milliers, la plupart prises en secret, Sophia lisant sur le balcon, riant au téléphone, brossant ses cheveux devant le miroir, endormie dans son lit. Elle s'approcha, tremblante, scrutant les titres écrits sous chaque pièce, 12 août, son sourire après le thé, la première fois qu'elle a porté du bleu, quand elle pensait que je ne regardais pas. Elle pressa sa main contre sa bouche. Ce n'était pas seulement de l'art, c'était une obsession, intime, brute, sacrée. Son regard tomba sur un croquis épinglé à hauteur des yeux, l'un d'elles pleurant dans le jardin sur le toit, un endroit où elle s'échappait parfois tard le soir quand le silence de l'appartement devenait trop assourdissant.
Elle n'avait jamais parlé à Nathan de ces nuits-là. Elle n'avait même jamais su qu'il l'avait vu. Et pourtant, elle était là, immortalisée dans la douleur, dans la beauté, dans la solitude. Cela aurait dû lui faire peur. Cela aurait dû sembler intrusif. Mais ce n'était pas le cas, car chaque pièce dans cette pièce criait ce que Nathan n'avait jamais dit, « Je te vois ». Le bruit de la porte d'entrée qui se fermait la fit sursauter. Des pas résonnèrent dans le couloir. Elle se figea, le cœur battant, incertaine de se cacher ou d'affronter. Nathan apparut dans l'embrasure quelques secondes plus tard. Son expression n'était pas de la colère, elle était de la dévastation. « Tu n'étais pas censé trouver ça, » dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Elle se tourna lentement. « Pourquoi ?» Il entra, refermant la porte derrière lui. « Parce que c'est le seul endroit où je me permets de t'avoir. » Son soufflet se bloqua. « Tuesday mas Nathan. Je suis ta femme. » Non. Il détourna le regard. « Tu es mon vœu, ma pénitence, mon salut. Mais je n'ai pas le droit de t'avoir, pas comme je le veux. » Elle fit un pas en avant, sa voix tremblante. « Alors, qu'est-ce que tout ça ?» Il expira en tremblant. « Ma guerre contre moi-même, contre les règles que j'ai acceptées, contre la distance que je m'impose entre nous chaque jour. Je pensais que tu ne voulais pas de moi, » murmura-t-elle. Ses yeux se tournèrent vers les siens, douloureux et furieux contre le mensonge. « Ne pas vouloir de toi ?» Il traversa la pièce en 3 enjambées, s'arrêtant juste avant de la toucher, ses mains crispées sur les côtés. « Sophia, je me réveille en désirant la forme de ton souffle. Je ne peux pas passer à côté de toi sans mémoriser le son de tes pas. Je passe chaque nuit à imaginer ce que ça ferait de m'endormir dans ton âme. » Sa gorge se serra, des larmes montèrent. « Alors pourquoi ne le fais-tu pas ? » « Parce que le moment où je le ferai, interrompit-il, je te perdrai. » Elle secoua la tête, confuse. « Me perdre ? Comment ? J'ai fait des choix, signé des choses que je ne peux pas défaire. Il y a des règles qui me tiennent éloigné de toi. Si je franchis la ligne, Sophia, ce n'est pas seulement moi qui paie. Mais je paie déjà, dit-elle, sa voix se brisant, avec le silence, avec le vide, avec un amour que je ne comprends pas. Il la regarda alors, et tout ce qu'il avait retenu pendant des années se fissura dans son regard. « Je t'aime, dit-il. Que Dieu me vienne en aide, je t'aime tellement que ça me tue de ne pas le prouver. » L'air changea. La distance entre eux devint insupportable. Sophia fit un pas de plus, puis s'arrêta. Cachée derrière des papiers et des murs. « Dis-moi tout. » Nathan hésita, puis murmura. « Pas ici. » Elle le suivit alors qu'il verrouillait la porte derrière eux. Ils marchèrent en silence, leurs mains ne se touchant toujours pas, mais l'espace entre eux était chargé. Cette nuit-là, il ne retourna pas à son bureau habituel. Il se tenait près de la porte de leur chambre, comme s'il réfléchissait à entrer, et puis il dit doucement, « Il y a quelque chose que je dois te montrer, mais pas dans cette ville, pas avec des oreilles à chaque mur. » « Où » demanda-t-elle. Sa réponse vint comme une promesse et un avertissement. « Quelque part où personne ne pourra nous suivre. » Ce que Sophia ne savait pas, ce que Nathan essayait de retarder, c'était que quelqu'un les avait déjà suivis. Cette nuit-là, alors qu'ils dormaient dans des chambres séparées encore une fois, une lumière rouge clignotait faiblement derrière la grille de ventilation dans le coin de la galerie secrète de Nathan. Quelqu'un avait tout vu, et bientôt, le silence ne suffirait plus à les protéger. La date s'approchait de Sophia comme un murmure, doux mais inoubliable, 3 ans. 3 ans de mariage sans consommation, 3 ans de nuits passées recroquevillées de part et d'autre d'un lit commun, d'anniversaires marqués par des diamants mais pas par des baisers, de la protection inébranlable de Nathan et de sa distance tout aussi inébranlable. Et pourtant, elle l'aimait toujours. Ce n'était pas rationnel, ce n'était pas mérité, mais c'était réel. Cette année, elle ne voulait pas d'un bouquet de lys importé. Elle ne voulait pas d'une réservation pour un dîner à 10 plats sans conversation. Elle ne voulait pas être adorée de loin comme une déesse dans une cage de verre. Elle voulait être à lui, pour une nuit, complètement, sans secret, sans retenue. Alors, elle fit un choix. Le matin de leur anniversaire, Sophia se réveilla avant le lever du soleil. Elle se tenait au bord de leur lit et regardait la silhouette endormie de Nathan. Il semblait paisible là, plus garçon que milliardaire, le genre d'homme qui construisait des cabanes dans les arbres ou écrivait des poèmes sur des serviettes. Elle effleura doucement sa joue de ses doigts, et pendant un instant, ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme s'il la cherchait même dans son sommeil. Mais alors, la garde revint, même inconsciente. Pourtant, elle sourit, car ce soir serait différent. Elle passa la journée à se préparer, pas pour une fête ou un spectacle, mais pour lui, pour eux. Chaque détail comptait. Les bougies vacillantes qui bordaient le couloir, la musique douce qui pulsait comme un battement de cœur en arrière-plan, l'odeur de vanille et d'huile de rose dans l'air. Sa robe, si on pouvait l'appeler ainsi, était plus un murmure qu'un tissu, une pièce de dentelle et de soie qui épousait ses courbes comme un secret enfin prononcé. Et sur le lit, une simple note, écrite de sa propre main.
Plus de distance. Plus de peur. Ce soir, je ne demande pas. J'attends. Nathan arriva juste après 9 heures. Elle entendit le léger bruit de sa mallette contre la console, suivi d'une pause. Il faisait toujours une pause, comme s'il écoutait l'humeur de l'appartement avant d'entrer pleinement. Mais cette fois, quelque chose dans l'air avait changé. Ce n'était pas seulement romantique, c'était chargé, audacieux, vivant. « Sophia » appela-t-il doucement, la voix prudente. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle attendait dans la chambre, le cœur battant, alors que la porte grinçait en s'ouvrant. Sa silhouette apparut dans l'embrasure, figée sur place. Elle se tenait devant lui, encadrée par la lumière des bougies, son corps tremblant, non pas de peur, mais d'espoir. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le silence entre eux s'étira, vibrant de 3 ans de désir. Puis Nathan avança, lentement, comme un homme marchant à travers un rêve. « Tu es. » Il ne finit pas sa phrase. Elle marcha vers lui, posa sa main sur sa poitrine. Plus de rituel, Nathan. Plus de protection. Juste ça. Toi, moi, nous. Sa mâchoire se serra. Tu ne comprends pas. Je comprends plus que tu ne penses. Interrompit-elle. J'ai vu tes croquis. J'ai lu les lignes que tu pensais que je ne verrais jamais. Je t'ai vu souffrir en silence, croyant que m'éloigner me gardait en sécurité. Mais Nathan, et si m'aimer était la seule chose qui pouvait te sauver? Il la regarda alors, vraiment, comme si tout ce qu'il avait enfoui derrière des années de silence remontait à la surface. Je t'ai désiré, dit-il d'une voix rauque, chaque jour, chaque heure. Comprends-tu ce que ça m'a coûté de ne pas te toucher? Alors, ne paie plus, murmura-t-elle. Prends ce qui est déjà à toi. Et sur ce, ses lèvres effleurèrent les siennes. Ce n'était pas encore un baiser, juste un souffle partagé, une barrière brisée. Elle le sentit frissonner sous son contact, ses mains hésitant à sa taille, comme s'il craignait qu'elle disparaisse. Et juste au moment où il se penchait enfin, un léger bip résonna depuis le coin de la pièce. « Nathan se fit here. Ne bouge pas, murmura-t-il. Il traversa la pièce en 4 enjambées, ouvrit un panneau caché derrière un tableau. Un petit écran clignotait en rouge, alerte de surveillance, cryptée. Quelqu'un avait piraté leur système domestique. Une seconde plus tard, un message clignota sur l'écran, « Elle n'est pas en sécurité. Je t'avais prévenu. » Le visage de Nathan devint livide. Sophia se tenait dans l'embrasure, à demi vêtue de dentelle, le cœur tombant rapidement. « Qu'est-ce que c'est ?» Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il la prit dans ses bras, mais pas avec du désir cette fois, avec de l'urgence. Il attrapa un sac sous le lit, un sac qu'elle ne savait même pas exister, déjà préparé. « Nathan, que se passe-t-il? On nous surveille. Son sang se glace. » Par qui? Par quelqu'un qui connaît les termes. Quelqu'un qui veut que le contrat soit rompu. Il scruta les coins de la pièce, puis le plafond, puis le couloir. Il faut partir. Maintenant. Elle ne discuta pas. Il y avait quelque chose dans son ton qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, pas seulement de la peur, mais de la fureur. Ils partirent par l'ascenseur de service, Sophia toujours pieds nus, enveloppée dans un trench-coat que Nathan avait jeté sur ses épaules. Les rues de Manhattan bourdonnaient comme toujours, mais pour Sophia, tout semblait irréel, comme si le monde avait basculé sur le côté. Ils montèrent dans une voiture noire qui attendait déjà dans l'allée arrière. Le chauffeur ne parlait pas. Nathan ne donna aucune direction. Pendant plus d'1 heure, ils roulèrent en silence, les lumières de la ville floues derrière les vitres teintées. Sophia tenait sa main tout le temps, et pour une fois, il ne se retira pas. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle enfin. « Pourquoi maintenant? Parce que quelqu'un veut que tu me sois enlevé, » dit-il sombrement, et ils attendaient que je sois assez proche pour leur donner une raison. Et à ce moment-là, elle réalisa la vérité. Ce n'était pas seulement une question de mariage. C'était une guerre que Nathan avait menée seul pendant des années. Et ce soir, à leur anniversaire, ils avaient enfin franchi la ligne entre sécurité et exposition. Ils ne dormirent pas cette nuit-là. La maison sécurisée était cachée à l'intérieur d'un ancien loft d'artistes à Brooklyn, enfoui derrière des couches de beaux fictifs et de société, écran, l'un des nombreux investissements secrets de Nathan. Le bâtiment semblait abandonné de l'extérieur. À l'intérieur, c'était une forteresse. Sophia était assise sur le canapé en cuir usé, une couverture sur les épaules, ses cheveux encore humides de la pluie. Elle ne demanda pas comment il savait où aller ou pourquoi les panneaux de sécurité répondaient à ses empreintes digitales comme une mémoire musculaire. Elle se contentait d'observer. Nathan se déplaçait avec précision, il vérifiait les stores, inspectait les pièces, désactivait tous les signaux Wi-Fi, et activait une ligne satellite privée. Son corps parlait un langage d'habitude et d'alerte maximale, comme s'il avait déjà fait cela, comme s'il n'était pas seulement un milliardaire, mais quelque chose de bien plus dangereux. À 3 heures du matin, il s'assit enfin à côté d'elle, mais le silence entre eux était plus lourd que jamais.
Nathan, commença-t-elle doucement, que ne me dis-tu pas? Il la regarda, et pour la première fois, son armure se fissura complètement. Ils savent, dit-il. Qui que ce soit qui nous surveille, ils sont entrés dans l'appartement, probablement plus d'une fois. Caméras, audio, ils attendaient le moment où je romprais le contrat. Ses yeux s'écarquillèrent. Mais tu ne l'as pas fait. J'ai touché tes lèvres. Il passa une main dans ses cheveux. Ça suffit pour eux. Elle le fixa, stupéfaite. C'est tout ce qu'il faut? Un baiser? Ce n'est pas une question de baiser, dit-il. C'est une question de contrôle. Le contrat n'est qu'une laisse. Ce qu'ils veulent, c'est me punir de t'aimer. Elle ne pouvait plus respirer. Qui est derrière tout ça? Victor, acquiesça Nathan, et il n'est pas seul. Avant qu'elle ne puisse insister davantage, les lumières de secours du bâtiment clignotèrent. Une seconde plus tard, ils entendirent le bruit immistakable d'une fenêtre qui se brisait. Le cœur de Sophia s'écrasa contre ses côtes. Nathan était déjà debout. Va dans la pièce de panique, ordonna-t-il. Couloir du fond. Le code est 4786. Et toi, je te rejoindrai là. Nathan. Va. Elle courut. Derrière elle, elle entendit des pas, des voix, un fracas, puis le silence. À l'intérieur de la pièce de panique, petite, sombre, tapissée d'acier insonorisé, Sophia essaya de calmer sa respiration. Ses doigts tremblaient alors qu'elle entrait le code. La porte se scella derrière elle avec un sifflement. Elle attendit. Les minutes s'étiraient, aucun son. Puis la porte s'ouvrit à nouveau. Nathan apparut, chemise déchirée, lèvres saignantes, yeux brûlants. Il claqua la porte derrière lui et activa le verrouillage. « Il faut disparaître, dit-il, essoufflé. Ce soir. Disparaître » répéta-t-elle. Il hocha la tête. Plus de pentoses, plus de Bennett Enterprise, plus de vitres à sable. Si nous restons en surface, ils te prendront. L'argent m'est égal, dit-elle. Moi non, répondit-il, parce que lui s'en soucie. Et si nous me dépouillons de valeur, Victor n'aura plus d'utilité pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il la regarda et dit les mots comme un couteau. Il ne veut pas de toi. Il veut te posséder, comme il l'a fait avec Eleanor. Le nom la frappa comme de l'eau froide. Je pensais qu'elle était ton ex-fiancée, murmura Sophia. Elle l'était, et elle est morte dans un accident de voiture. Elle a été poussée, dit Nathan, la voix creuse, pas de la main de Victor, mais par sa volonté. Sophia eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. Tu penses qu'il me tuera aussi? Je sais qu'il le fera, si ça lui donne le contrôle. Ils se regardèrent, essoufflés, comme deux âmes debout au bord de la même falaise. J'aurais dû te le dire, dit enfin Nathan, à propos du contrat, à propos de lui. Mais je pensais que si je pouvais juste tenir bon, si je pouvais te protéger assez longtemps, nous pourrions avoir l'éternité. Des larmes emplirent ses yeux, et maintenant il s'approcha, prit son visage dans ses mains tremblantes. Maintenant, j'en ai fini de te protéger avec le silence. Nous combattons. Elle hocha lentement la tête, comme si quelque chose d'ancien en elle s'était éveillé. Alors faisons-lui regretter d'avoir jamais touché à nos vies. Il sourit pour la première fois depuis des jours, petit, brisé, réel. J'espérais que tu dirais ça. Les 72 heures suivantes passèrent dans le mouvement. Ils se déplacèrent entre des lieux sécurisés, des téléphones jetables, des pseudonymes. Nathan contacta des personnes dont Sophia n'avait jamais entendu parler, des experts en technologie, d'anciens agents de renseignement, des mercenaires légaux. Chaque conversation les rapprochait du cœur de l'empire de Victor et de la vérité derrière la création du contrat. En chemin, quelque chose changea entre eux. Peu, être était-ce l'adrénaline, peu, être était-ce la vérité qui comblait enfin les fissures entre eux, mais pour la première fois en 3 ans, Sophia et Nathan commencèrent à vivre dans le même moment, plus de barrières tacites, plus d'espace calculé. Une nuit, après une échappée étroite à Boston, ils dormirent dans le même lit, tout habillés mais enlacés, sa tête sur sa poitrine, ses doigts emmêlés dans ses cheveux. Pas de secret, pas de peur, juste du souffle, juste être. Et pour la première fois, Sophia murmura ce qu'elle avait toujours su. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Nathan la serra plus fort. Et je n'ai jamais commencé à aimer quelqu'un d'autre que toi. Mais le monde extérieur n'avait pas fini de les tester, car juste au moment où ils trouvaient la sécurité l'un dans l'autre, un autre message arriva, celui-ci manuscrit, livré à la main, et laissé sur le pare-brise de leur voiture volée, 5 mots. Vous manquez de temps. Le soleil des Caraïbes scintillait à l'horizon, projetant des reflets dorés sur les eaux calmes des îles Vierges, mais Sophia remarquait à peine la vue. Son regard était fixé sur Nathan, qui se tenait pieds nus sur le pont du yacht privé, les bras croisés, les yeux distants. Ils n'avaient pas beaucoup parlé depuis leur arrivée. C'était censé être leur moment de paix, hors réseau, introuvable, enfin seul, mais au lieu d'apporter de la clarté, la beauté autour d'eux semblait seulement amplifier le poids qui pesait entre eux.
Je ne t'ai pas amené ici pour fuir, dit enfin Nathan, sa voix basse et rauque. Je t'ai amené ici pour tout te dire. Le cœur de Sophia se serra. Elle le suivit sous le pont, où l'intérieur du yacht était chaleureux avec du bois d'acajou et une lumière tamisée. Nathan tendit la main dans un coffre-fort encastré dans le mur et en sortit un dossier en cuir noir. Il le lui tendit, comme quelqu'un qui rend une arme. « C'est le contrat, dit-il, celui que j'ai signé avant notre mariage. » Elle l'ouvrit lentement. Un langage juridique, des paragraphes denses, des termes froids et brutaux. Elle parcourut rapidement jusqu'à ce qu'une clause attire son attention, surlignée, annotée, et marquée d'une date 2 jours avant leur mariage. En cas d'intimité physique avec une femme pendant la période du contrat, tous les actifs, participations et privilèges de tutelle de Bennett, y compris les droits matrimoniaux, seront transférés intégralement à Victor Shaw ou à son représentant désigné. Son sang se glaça. « Tutelle » murmura-t-elle, comme si j'étais une propriété. Il s'assit, semblant soudainement 10 ans plus vieux. Cette clause a été insérée quand Victor a appris que je t'épousais. C'était censé être une laisse. Si je romps le contrat, je perds tout. Et par tout, je veux dire toi. Elle le fixa, incrédule. Comment as-tu pu accepter ça? Parce que l'alternative était pire, dit-il. Il t'a menacé, pas directement, jamais ouvertement, mais j'ai vu ce qu'il fait aux femmes qui se mettent en travers de son chemin. Eleanor était la première. Sophia déglutit difficilement. Que lui est-il arrivé? Nathan se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Eleanor et moi étions fiancés avant que je te rencontre. Nous avons rompu parce que j'ai découvert qu'elle était enceinte, et ce n'était pas de moi. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Elle avait peur. Victor avait du pouvoir sur sa famille. Elle a essayé de fuir. 2 mois plus tard, sa voiture a perdu le contrôle sur une route glissante sous la pluie. La police a appelé ça un accident. Moi, j'appelle ça un message. Et le bébé? Demanda Sophia, respirant à peine. Disparu, dit-il. Mais je n'oublierai jamais ce qu'elle m'a dit la nuit où elle a disparu. S'il m'arrive quelque chose, ne le laisse pas faire la même chose à la prochaine. Sophia ferma le dossier, ses mains tremblantes. Et tu penses que je suis la prochaine? Je sais que tu l'es. Elle se leva, arpentant la pièce, les émotions en spirale. Donc tout ce temps, chaque nuit où tu t'éloignais de moi, chaque fois que tu disais que j'étais trop précieuse, ce n'était pas parce que tu ne voulais pas de moi. C'était parce que tu pensais que me toucher me livrait à un monstre. Oui. Et tu ne me l'as jamais dit. Sa voix se brisa. Tu m'as laissé croire que je n'étais pas assez. Je t'ai laissé croire ça parce que je pensais que la vérité te détruirait. Elle se tourna vers lui, les yeux flamboyants. Non, ce qui m'a détruite, c'est de vivre dans un mariage qui ressemblait à une tombe. Nathan se leva lentement, non pas en colère, mais en chagrin. Je pensais que je pourrais survivre au contrat. Juste 5 ans. 5 ans de distance, 5 ans à prétendre que je n'étais pas amoureux de toi. Elle cligna des yeux, retenant ses larmes. Tu prétends toujours. Le silence tomba entre eux, épais et insupportable. Puis Nathan dit quelque chose qui brisa tout. Je t'observais chaque nuit et je suppliais Dieu de me laisser oublier ton visage. Sophia étouffa un cri, une main couvrant son cœur. Mais je n'ai pas pu, continua-t-il, alors je l'ai peint à la place, je l'ai dessiné, j'ai construit des pièces autour, parce que si je ne pouvais pas te tenir, je me souviendrais au moins de toi en morceaux. Sa voix trembla. Et maintenant, il s'approcha. Maintenant, j'en ai fini d'être un fantôme dans mon propre mariage. Elle secoua la tête. Mais si tu me touches, je perds tout. Ils étaient à quelques centimètres l'un de l'autre maintenant. Et si tu ne le fais pas, murmura-t-elle, je te perds. Une tempête d'émotions éclata entre eux, indicible et brute. Mais avant que l'un d'eux ne puisse décider ce que cela signifiait, le téléphone de Sophia vibra sur la table. Numéro inconnu, aucun message, juste une image. Elle l'ouvrit et se figea. C'était une photo d'elle sur le yacht, prise à distance, datée d'il y a 10 minutes. Nous ne sommes pas seuls, dit-elle, la voix creuse. Nathan attrapa le téléphone, sa mâchoire se serrant. Ils nous ont trouvés. Elle recula, la panique montant. Que faisons-nous? Il rencontra ses yeux, le poids des 3 dernières années bouillonnant à la surface. Nous arrêtons de fuir. Moïse commente. Il prit son visage dans ses mains, embrassa son front comme un vœu, et murmura, nous lui donnons quelque chose auquel il n'est pas préparé. Le cœur de Sophia battait à tout rompre. Quoi? Nous ripostons, publiquement, légalement, avec des preuves. Elle fronça les sourcils. Quelle preuve? Il sortit une clé USB cachée du coffre-fort. Tout, contrat, fichiers de surveillance, journaux téléphoniques, comptes cachés, même un témoin. Son souffle se bloqua. Qui? Clara Brooks, dit-il. La sœur d'Eleanor. Sophia demanda, pourquoi nous aiderait-elle? Parce qu'elle déteste Victor plus que moi. Il ne dit pas le reste.
que Clara avait passé des années à essayer de venger sa sœur mais manquait de pouvoir. Maintenant, Nathan l'avait, et il prévoyait d'utiliser chaque pièce. Mais l'esprit de Sophia tournait autour d'autre chose. Cette image sur son téléphone, l'invasion, le contrat, le baiser qui avait failli arriver. Tout se dirigeait vers quelque chose. Elle regarda Nathan, sa voix tremblante. Si nous partons en guerre, il n'y a pas de retour en arrière. Il rencontra son regard, immobile dans ses yeux. Alors, nous brûlons le pont derrière nous. Le cimetière était silencieux, niché à la périphérie de Boston, où les arbres murmuraient des secrets au vent. Sophia n'y était jamais venue auparavant, pourtant quelque chose dans cet endroit lui semblait familier, comme si sa présence était attendue depuis toujours. Elle se tenait devant la pierre tombale en marbre, les bras croisés étroitement, un frisson parcourant son dos. Le nom gravé dans la pierre fit pulser son cœur, Eleanor Brooks, 1989-2018. Elle était la lumière dans l'obscurité, et quelqu'un craignait son éclat. Sous l'inscription, quelqu'un avait laissé une rose blanche, fraîche, placée dans la dernière heure. Les doigts de Sophia tremblaient alors qu'elle s'agenouillait près de la tombe, écartant les feuilles tombées. Ses pensées s'en mêlaient avec des images qu'elle n'avait jamais connues, avec un chagrin qu'elle n'avait pas gagné mais qu'elle portait pourtant. Elle sentit une présence derrière elle avant d'entendre la voix. Elle n'a jamais appartenu à ce monde. Sophia se tourna. Clara Brooks. Elle ne ressemblait en rien aux rumeurs, pas d'air froid, pas de femme brisée animée par la vengeance. Clara se tenait droite, le vent ébouriffant ses cheveux bruns, ses yeux féroces et fatigués. « Je ne savais pas que vous seriez là, » dit doucement Sophia. « J'ai demandé à Nathan de vous envoyer, » répondit Clara. « J'avais besoin de vous regarder dans les yeux. » Il n'y avait aucune douceur dans son ton, aucune chaleur, juste de l'histoire et du feu. « Vous pensez que je suis son remplaçant ?» dit Sophia. Les yeux de Clara ne s'ylèrent pas. « N'est-ce pas le cas ?» Sophia regarda la tombe. « Je ne sais plus. » Elles restèrent silencieuses un moment, le genre de silence plus lourd que les mots. « Elle était tout pour moi, » commença Clara. « Ma sœur, mon ancre, jusqu'à ce qu'elle tombe dans le monde de Victor. Elle l'a rencontré lors d'une collecte de fonds, charmant, puissant. Il s'est intéressé à elle, comme si elle était une proie. Elle était avec Nathan, dit Sophia. Seulement après Victor. Elle pensait pouvoir fuir un diable en tombant dans les bras d'un homme meilleur. La voix de Clara se brisa. Mais elle ne savait pas que Nathan était déjà empêtré, qu'il jouait selon des règles que personne ne pouvait voir. Sophia se tourna pour lui faire face. Il l'aimait. Oui, dit Clara, mais il ne l'a pas sauvé. Ce la frappa come un coup. Je ne le blâme pas, ajouta-t-elle. Il a essayé. Mon Dieu, il a essayé. Mais Victor l'avait déjà revendiqué, légalement, financièrement, émotionnellement. Et quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle m'a supplié de l'aider à disparaître. L'enfant était de Victor ? Demanda Sophia. Les yeux de Clara brûlaient. Pas de Nathan. C'est la partie que le monde n'a jamais connue. C'est la partie que Victor a effacée. Les genoux de Sophia fléchirent, et elle s'assit sur le banc en pierre à proximité. Elle est venue me voir la nuit avant sa mort, continua Clara. Elle tremblait, disait que Victor savait, qu'il la tuerait plutôt que de laisser le secret sortir. Elle avait raison. Sophia déglutit difficilement. L'accident de voiture ? Saboté, dit Clara. Les freins ont lâché, mais quand la police est arrivée, les preuves avaient disparu. Pourquoi n'as-tu rien dit à personne ? Clara leva les yeux vers le ciel, l'amertume épaisse dans son souffle. Parce que j'ai essayé. Et chaque fois que je parlais, j'étais réduite au silence. Mes comptes gelés, mon nom mis sur liste noire. Victor a des mains dans le droit, la politique, les médias. Je ne pouvais rien prouver, et finalement, j'ai arrêté d'essayer. Et Nathan ? Il s'est effondré, dit-elle simplement. Il a disparu pendant 1 an, est revenu avec des yeux froids et plus d'argent que je ne l'aurais cru possible. C'est là que j'ai su qu'il avait conclu un marché. Sophia ferma les yeux. Le contrat, murmura-t-elle. Clara hocha la tête. Ce n'était pas seulement pour se protéger lui-même. C'était pour s'assurer que ce qui était arrivé à Eleanor ne se reproduise pas. Sophia eut l'impression de s'enfoncer dans un passé qu'elle n'avait pas vécu mais sous lequel elle vivait depuis toujours. « Tu me détestes » dit-elle doucement. Clara ne le nia pas. « Je ne te connais pas » dit-elle. « Mais chaque fois que je te regarde, je vois ce qu'elle n'a jamais eu, une seconde chance. Je n'ai pas demandé ça. » Non, acquiesça Clara, mais tu y as survécu. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose comme un respect réticent. « Pourquoi as-tu finalement accepté d'aider Nathan » demanda Sophia. « Parce qu'il ne demande plus à fuir. Il demande à détruire le système qui a créé des hommes comme Victor. Et il ne peut pas le faire sans toi. » Sophia se leva à nouveau, ses mains serrées sur les côtés. « Je ne suis pas Eleanor, » dit-elle. Clara inclina la tête. « Alors ne meurs pas comme elle. » Elles se regardèrent, et quelque chose passa entre elles, une compréhension scellée non par le pardon,
mais par un chagrin partagé. Clara se tourna pour partir, mais avant de s'éloigner, elle dit une dernière chose. Sois prudente. Victor n'a pas peur de tuer, mais il est terrifié de perdre le contrôle. Et en ce moment, tu es la seule chose qu'il ne peut pas posséder. De retour à la maison sécurisée, Sophia entra et trouva Nathan au téléphone, faisant les 100 pas. Il leva les yeux, scrutant son visage. Que t'a-t-elle dit? Tout, dit Sophia. Il raccrocha sans un mot et vint à elle. Je suis désolé. Elle secoua la tête. Plus d'excuses. Alors, que veux-tu? Demanda-t-il, la voix tremblante. Elle s'approcha. Un plan. Il cligna des yeux. Un plan? Nous finissons ce qu'Eleanor a commencé. Nous le faisons tomber, et nous nous assurons que personne ne signe plus jamais un contrat comme celui-là. Il la fixa, à parts égales émerveillé et effrayé. Je ne veux pas te perdre, murmura-t-il. Tu m'as déjà perdu, répondit-elle. Maintenant, tu dois me reconquérir. La bouche de Nathan s'entr'ouvrit, le souffle coupé dans sa gorge. Et Sophia, pour la première fois, passa outre la peur et embrassa sa joue. Je ne suis pas ton fantôme, Nathan. Je suis ta tempête. Mais les tempêtes ne passent pas inaperçues. Et alors qu'il s'enlaçait, enfin aligné, enfin prêt, à travers la ville, Victor Shaw observait le même cimetière depuis sa voiture, derrière des vitres teintées. Et dans sa main, il tenait une photo de Sophia Lane et un briquet. Cela arriva en quelques secondes. Un moment, Sophia sortait de l'hôtel à Genève après une réunion avec un potentiel lanceur d'alerte. L'instant d'après, le monde autour d'elle devint noir. La dernière chose dont elle se souvenait était la piqûre de quelque chose de pointu dans son cou et le bruit des pneus crissant sur les pavés. Puis l'obscurité. Quand elle se réveilla, l'air était stérile et froid, un plafond blanc clinique au-dessus d'elle. Ses poignets étaient attachés à un lit d'hôpital, des tubes dans ses bras, des électrodes sur ses tempes. Et une femme avec un porte-bloc se tenait à son côté, souriant comme une infirmière sortie d'un film d'horreur. « Bonjour, Madame Bennett », dit-elle d'une voix qui donna des frissons à Sophia. « Je suis le docteur Liliard. Je vais faciliter votre transition. Où suis-je » murmura Sophia, la gorge sèche et irritée. « Vous êtes en sécurité, » répondit Lily doucement, « et bientôt, vous serez obéissante. » Sophia tenta de se redresser. Les sangles coupèrent sa peau. « Vous pouvez crier si vous voulez, » ajouta la femme, en griffonnant quelque chose. Personne n'entendra, et honnêtement, ça ne changera pas l'issue. La peur enserra la poitrine de Sophia comme un étau. Nathan me trouvera. Oh, il est tout à fait conscient, dit Lily, son sourire ne faiblissant jamais. Il regarde. Les lumières s'atténuèrent. Un moniteur sur le mur s'alluma, et il était là, Nathan, enfermé dans une pièce blanche austère, le visage pâle, les poings ensanglantés de frapper contre la vitre, sa voix muette mais sa bouche criant clairement son nom. Le cœur de Sophia se brisa. « Que voulez-vous » demanda-t-elle. Le docteur Hart sembla amusé. « Je veux de la conformité, de la paix, du contrôle. Vous voyez, votre mari a fait une promesse, un contrat. Il a violé cette promesse, et maintenant des conséquences doivent suivre. Je ne suis pas une conséquence, grogna Sophia. Mais si, répondit-elle. Vous êtes un levier. Au cours des heures suivantes, des jours, elle ne pouvait pas dire. Sophia endura des sessions destinées à la reconditionner, des drogues pour supprimer la mémoire, des éclairs de lumière aveuglante, des enregistrements en boucle de la voix de Victor lui disant que Nathan l'avait abandonné. Vous êtes une propriété maintenant, répétait le message. Vous avez été acheté, vous avez été trahi. Elle lutta, même quand les drogues brûlaient ses veines, même quand l'infirmière la forçait à dire le nom de Nathan et la choquait pour cela, même quand il paralysait son corps et la faisait regarder des enregistrements de son mariage joués à l'envers, comme pour défaire les vœux, même quand il lui donnait des mensonges. Elle lutta, parce qu'au plus profond d'elle, Sophia connaissait la vérité, Nathan ne l'avait pas abandonnée. Il était mort un peu chaque jour en ne la touchant pas, et il mettrait le feu au monde pour la récupérer. Dans la pièce d'à côté, Nathan Bennett était assis, enchaîné à une chaise, des bleus fleurissant le long de son dos. Il n'avait pas mangé, pas dormi, mais ses yeux étaient vivants, concentrés, la rage et la culpabilité s'affrontaient en lui comme le feu et la cendre. Chaque fois qu'il la voyait sur le moniteur, tremblante, droguée, forcée de murmurer qu'elle n'était personne, il voulait tout détruire. « Tu as rompu le contrat » dit Victor, apparaissant dans l'embrasure, vêtu comme un homme en vacances. « Tu l'as embrassée. Tu lui as tenu la main. Tu l'as tenue pendant qu'elle dormait. » Nathan ne répondit pas. « Alors maintenant, je la possède » continua Victor, légalement, logistiquement, entièrement. Nathan rit. C'était brisé. Tu ne posséderas jamais son esprit. Victor s'agenouilla à côté de lui, posant une main sur son épaule comme le ferait un père. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas à propos de Sophia. C'est à propos de toi,
de regarder l'homme le plus fort que je connais tomber à genoux parce qu'il ne pouvait pas supporter de me désobéir. Tu étais mon préféré. Nathan tourna lentement la tête, rencontrant son regard. Tu as toujours eu peur d'elle. C'est pourquoi tu fais ça. Tu as vu ce qu'elle pouvait devenir. Le sourire de Victor s'effaça, juste une seconde, puis il se leva. Profite du spectacle. Le troisième jour, ils droguèrent à nouveau Sophia, mais quelque chose était différent cette fois. Alors qu'ils préparaient la perfusion, l'infirmière hésita. Sa main trembla, et puis elle glissa un petit morceau de papier plié dans la paume de Sophia. 6 mots. À minuit, troisième porte, cours. L'espoir, vif, immédiat. Sophia glissa la note sous son bandage. Elle joua la faiblesse, la torpeur. Elle attendit. Et quand minuit arriva, elle était prête. L'évasion fut un chaos. L'adrénaline surpassa les drogues dans son système. Elle mordit l'infirmière, fracassa un plateau contre un garde de sécurité, courut pieds nus dans des couloirs métalliques, les alarmes hurlant. La troisième porte menait à une chaufferie, vide sauf pour un homme. Nathan. Il saignait d'une coupure au-dessus de l'œil, une main encore menottée, mais quand il la vit, il se figea. Elle n'était plus la femme qu'il avait épousée, elle était du feu. Elle attrapa la clé d'urgence sur le mur et déverrouilla sa menotte. « Tu pensais que j'attendrais pour toi » siffla-t-elle. Et ensemble, ils coururent, à travers les couloirs de service, devant des gardes stupéfaits, jusqu'aux niveaux inférieurs de l'installation qui ressemblait plus à un bunker qu'à un hôpital. Ils volèrent une voiture. Ils ne parlèrent pas avant d'être à des kilomètres. Puis, garée sous un pont, Sophia se tourna vers lui, tremblante. « Je pensais que tu avais abandonné. Je planifiais ton sauvetage, murmura-t-il. Je n'allais pas échouer à nouveau. » Elle posa sa tête contre son épaule. Il embrassa ses cheveux, et ils pleurèrent tous les deux, pas seulement de douleur, mais de tout ce qui avait survécu. De retour à New York, le monde continuait de tourner, mais quelque chose avait changé. Victor était allé trop loin, et maintenant Nathan avait la seule chose que Victor n'avait jamais anticipée, une femme qui avait vu le pire de son empire et en était sortie vivante, avec des preuves, avec de la rage, avec un but. Et très bientôt, elle aurait une voix. Sophia se tenait pieds nus sur le balcon d'une cachette nichée dans les montagnes du Colorado, le froid mordant sa peau comme une vérité qui s'éveillait enfin. Derrière elle, à l'intérieur de la cabane chaude, Nathan l'observait à travers la vitre. Cela faisait 3 jours qu'il s'était échappé, 3 jours qu'il dormait avec un œil ouvert, ne faisant confiance à personne d'autre qu'eux-mêmes, 3 jours que Sophia commençait à transformer sa douleur en un plan. Parce que si Victor pensait que la brisée mettrait fin à la guerre, il avait tout mal calculé. Elle rentra à l'intérieur et fit face à Nathan. Il était penché sur une table jonchée de cartes, de dossiers juridiques, de téléphones jetables et de disques cryptés. Un ordinateur portable clignotait doucement à côté d'un enchevêtrement de fils. Sur l'écran, le début d'une affaire qui pourrait faire tomber un empire. « Il ne se cache plus » dit Sophia, croisant les bras. « Ça le rend néglige. » Nathan leva les yeux. « Il nous faudra plus que de la rage. » Elle hocha la tête. « Heureusement, j'ai plus que ça. » Ils commencèrent à assembler le puzzle. Chaque fil que Victor avait essayé de cacher, chaque société, écran juridique, chaque compte offshore lié au nom d'Eleanor, chaque certificat de décès falsifié, chaque rapport de police modifié. Et puis ils firent appel à de l'aide. Nathan contacta des personnes que personne d'autre ne pouvait atteindre. Un ancien analyste de la NSA vivant hors réseau dans le Maine, un ancien dénonciateur de Wall Street codant maintenant à Berlin sous un faux nom, un journaliste mis sur liste noire pour avoir exposé la corruption dans les familles de vieilles fortunes. Chacun d'eux devait quelque chose à Nathan, et maintenant il devait quelque chose à Sophia aussi. Un par un, des alliés se réunirent dans l'ombre, des guerriers numériques, des assassins légaux, des hackers éthiques, une armée silencieuse qui ne portait pas d'armes mais des preuves. Mais ce qui rendit leur plan de dangereux à mortel fut la femme qui se présenta sans prévenir un matin, Clara Brooks. Elle entra dans la cabane, portant un trench coat et des lunettes de soleil, sa présence plus tranchante que n'importe quelle lame. « Vous aurez besoin de moi, dit-elle, et pas seulement pour un témoignage. » Sophia l'approcha prudemment. « Alors pourquoi es-tu ici ?» Clara enleva ses lunettes. « Parce que j'ai trouvé quelque chose. » Elle laissa tomber un dossier sur la table. À l'intérieur, des dizaines de journaux de sécurité originaux, non modifiés, de l'hôpital où Eleanor avait été emmenée avant sa mort. L'un d'eux montrait que la voiture privée de Victor avait été enregistrée sur place la nuit de sa mort, et un autre, plus accablant, révélait que Victor avait personnellement financé les rénovations de l'hôpital le mois précédant l'admission d'Eleanor. « Je n'ai jamais arrêté de creuser, » dit Clara. « J'ai juste arrêté d'espérer que quelqu'un s'en soucie. » Nathan regarda les documents, les yeux plissés. « Ça l'incrimine directement. »« Et nous n'avons pas fini, » ajouta Clara. « Je veux vous aider à le ruiner. » Ils se mirent au travail.
Au cours des 5 jours suivants, ils construisirent un arsenal numérique, des financières fuitées, des enregistrements audio de Victor intimidant des investisseurs, des images vidéo de la torture de Sofia, aseptisées et anonymisées mais indéniablement accablantes, et, le plus puissant de tout, un témoignage signé par Clara, nommant Victor comme le père de l'enfant à naître d'Eleanor. Il connaissait les risques. Si l'information était divulguée d'un seul coup, Victor la nierait, la détournerait, l'enterrerait. Alors, ils prirent une décision. Ils le détruiraient en public, pas seulement dans les médias, pas seulement devant un tribunal, mais devant les mêmes personnes qui avaient autrefois porté un toast en son honneur avec du champagne. Sofia proposa le lieu. Le gala de l'hôpital pour enfants à New York, un événement que Victor présidait chaque année, une collecte de fonds diffusée en direct, retransmise en temps réel sur les réseaux sociaux et les chaînes nationales, un endroit où il se sentirait intouchable. Poétique, dit Nathan. Nécessaire, répondit Sofia. Ils préparèrent une présentation, déguisée en révélation de dons, intégrant une bombe de vérité. Sofia monterait sur scène sous prétexte d'honorer l'héritage d'Eleanor, et de là, ils allumeraient la mèche. « Penses-tu qu'il viendra » demanda Clara. Nathan répondit, l'ego de Victor ne le laisserait pas rester à l'écart. Sofia regarda autour de la pièce. Tout le monde avait risqué quelque chose, mais personne n'avait risqué plus qu'elle. Et pourtant, elle n'avait plus peur. « Je veux être celle qui appuie sur lecture, » dit-elle. Nathan s'approcha d'elle, prit sa main. « Tu as déjà appuyé sur quelque chose de plus grand, » dit-il doucement. « Tu m'as fait croire à nouveau. » Cette nuit-là, avant de partir pour New York, Sofia s'assit seule près du feu, tenant la clé USB comme une prière. Elle ne savait pas ce que demain apporterait, mais elle savait ceci, elle avait été droguée, brisée, manipulée, réduite au silence. Maintenant, elle serait entendue, et Victor Shaw ne le verrait jamais venir. La salle d'audience était bondée, chaque siège occupé, chaque coin bourdonnant de reporters, d'équipes de caméras et de murmures silencieux portant des siècles de secrets. Le procès de Victor Shaw était devenu une frénésie médiatique, non pas à cause de son argent, mais à cause des allégations que personne ne pouvait croire qu'il avait laissé remonter à la surface, fraude, coercition, abus contractuels, manipulation de preuves, tutelle illégale, et, sous tout cela, la mort d'Eleanor Brooks. Sofia se tenait aux côtés de Nathan à la table des plaignants, vêtue de noir, non pas comme un symbole de deuil, mais de pouvoir. Son regard ne vacillait pas, ni quand Victor entra dans la pièce, un sourire narquois aux lèvres, ni quand ses avocats essayèrent de la déstabiliser pendant les arguments préliminaires, ni quand ses mains tremblaient sous le bureau. Elle lui avait survécu. Maintenant, elle l'enterrerait. Le juge entra. La procédure commença. D'abord vinrent les financières. Les hackers de l'équipe secrète de Nathan avaient retracé des fonds détournés de charité, des pots de vin à des officiels publics, et des acquisitions silencieuses de groupes médiatiques utilisés pour étouffer les scandales. Puis vint le contrat. Nathan témoigna, lisant le document original, sa voix inébranlable. J'ai été contraint de signer un accord sous prétexte de protéger la femme que j'aimais. Il contenait une clause qui violait tous les principes de la dignité humaine, une clause qui transférait la tutelle légale de ma femme à M. Shaw si je la touchais. Des murmures remplirent la salle. Le juge les fit taire d'un coup de marteau sévère. Sofia se leva ensuite. « Je n'ai jamais été informée du contrat, » dit-elle calmement. « Je croyais que mon mari ne me désirait pas. Pendant des années, j'ai vécu dans un isolement émotionnel, ignorant que j'étais traitée comme une marchandise. » Elle se tourna vers Victor. « Je ne suis pas une signature. Je ne suis pas une clause. Je ne suis pas une conséquence. » Puis vint la vidéo, éditée pour le tribunal, distillée aux violations les plus claires, des scènes de la captivité de Sofia, de sa sédation, de son isolement. La voix du docteur Lily résonna à travers l'écran, « Votre mari ne peut pas vous aider. Vous êtes possédé maintenant. » Des halètements, un dégoût audible. Et enfin, Clara Brooks. Elle monta à la barre comme une tempête sous forme humaine. On m'a dit que ma sœur était morte dans un accident de voiture. Je l'ai cru jusqu'à ce que je trouve des reçus, des dérogations signées, des emails, des images de surveillance. Elle n'a pas eu d'accident, elle a été réduite au silence. Elle fit une pause. Et je suis restée silencieuse jusqu'à maintenant. Les mains de Clara tremblaient alors qu'elle brandissait le journal d'Eleanor, retrouvé des années plus tard dans un locker enregistré sous un faux nom. À l'intérieur, des pages remplies de peur, d'amour, d'avertissement. Elle était enceinte, et Victor était le père. Elle a essayé de s'échapper, et il s'est assuré qu'elle ne le fasse pas. Puis elle se tourna vers Victor, sa voix immobile. « Tu as essayé de l'effacer, mais maintenant le monde connaît son nom, Eleanor Brooks. » Encore et encore, son nom résonna dans la salle. À la mi-journée, la contenance de Victor commença à se fissurer. Il chuchotait furieusement à ses avocats, se moquait des témoins,
levaient les yeux au ciel face au récit de Sophia sur leur mariage surveillé. Mais ce fut la déclaration finale de Nathan qui brisa le dernier masque. Nathan marcha lentement jusqu'au centre de la salle, se tint devant le juge et dit « J'ai renoncé à mon droit de toucher la femme que j'aime parce que je croyais que cela la garderait en vie. Mais l'amour n'est pas une protection s'il exige la peur, et le silence n'est pas de la loyauté s'il signifie se perdre soi-même. » Il se tourna vers Victor. « Tu n'as pas seulement essayé de me contrôler. Tu as essayé de réécrire le sens de l'amour. Et maintenant, tu vas en répondre. » Le juge baissa les yeux par-dessus ses lunettes. « Défense, souhaitez-vous répondre ?» Victor se leva, et puis, sans avertissement, il bondit. Il sortit un coupe-papier de sa veste de costume, petit, argenté, tranchant. Sophia eut à peine le temps de réagir avant que Nathan ne se place devant elle, la protégeant. Les officiers de justice plaquèrent Victor au sol, le maintenant alors qu'il criait « Elle était à moi. Tu as rompu l'accord. » La salle d'audience explosa dans le chaos. Le juge frappa son marteau. Silence. Le visage de Victor se tordit de rage alors qu'il était menotté, traîné hors de la salle comme un animal démasqué. Et Sophia, elle ne détourna pas le regard, car la peur ne la possédait plus. Des heures plus tard, le verdict final tomba. Le juge déclara le contrat nul, tous les actifs gelés, Victor Shaw placé en détention fédérale sans possibilité de caution. Une enquête complète sur son réseau fut lancée immédiatement. Et Nathan et Sophia, libres, enfin, complètement, irrévocablement libres. En sortant du tribunal, les flashs des caméras explosèrent autour d'eux, mais ils ne s'arrêtèrent pas, ne parlèrent pas. Ils se contentèrent de se tenir l'un l'autre, véritablement, pleinement, pour la première fois en public, sans masque, sans distance, sans contrat, juste du souffle, juste de l'amour. Et tandis que la ville rugissait autour d'eux, Sophia murmura à l'oreille de Nathan, « C'est fini. » Mais Nathan sourit doucement. « Non, dit-il, ça ne fait que commencer. » L'océan s'étendait à l'infini devant eux, une toile d'argent et de bleu se fondant dans l'horizon à Malibu. L'air avait un goût différent, propre, calme, chaud d'une manière qui n'avait rien à voir avec la température. C'était la paix. Sophia se tenait pieds nus sur le balcon de leur nouvelle maison, la lumière du soleil peignant sa peau en or. La plage murmurait en contrebas, les vagues montant et tombant comme un souffle qui avait attendu 3 ans pour être exhalé. À l'intérieur, la maison était pleine de fenêtres, de lumière et, enfin, de contact. Nathan sortit derrière elle, ses bras entourant sa taille par derrière. Ses lèvres trouvèrent son épaule, douce et révérencieuse, et il enfouit son visage dans la courbe de son cou, comme un homme apprenant à exister à nouveau. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Tant de choses avaient été dites, tant de choses avaient été endurées, et maintenant il n'y avait que la douceur qui vient après la guerre. « Je rêvais de ça, » murmura Sophia, « de me réveiller sans me demander ce que je ne pouvais pas dire, ce que je ne pouvais pas ressentir. » Nathan resserra son étreinte. « Je rêvais de gagner le droit de te toucher. » Elle se tourna dans ses bras, lui faisant face, les yeux pleins de souvenirs et d'émerveillement. « Tu n'as jamais eu à me gagner, dit-elle. Tu n'avais qu'à croire que j'étais à toi. » Il sourit, doux, réel, le genre de sourire qui avait autrefois été caché derrière des décennies d'armure. « Alors laisse-moi y croire chaque jour pour le reste de ma vie. » Et il l'embrassa, non comme un homme hanté, non comme un homme en guerre, mais comme un homme qui avait tout surmonté et choisissait encore l'amour. Cette nuit-là, ils firent l'amour sans peur, pas précipité, pas désespéré, mais lent, sacré. Nathan la toucha comme si elle était une prière qu'il avait attendue 3 ans pour murmurer. Ses mains tremblaient alors qu'elle traçait les parties d'elle qu'il avait mémorisées de loin mais n'avait jamais osé revendiquer. Chaque soupir était une permission, chaque regard une invitation. Il embrassa l'intérieur de ses poignets, le creux de sa clavicule, l'espace entre ses côtes. Et quand leurs corps se joignirent enfin, ce n'était pas seulement physique, c'était un retour au foyer. Sophia pleura, non pas de douleur, non pas de peur, mais de la simple et écrasante vérité qu'après tout, après le silence, après la captivité, après le feu, ils étaient toujours là, ensemble. Et Nathan, lui aussi, laissa ses larmes couler librement, pour tout ce qu'il n'avait pas pu dire, pour tout ce qu'il avait risqué, pour tout ce qu'il avait failli perdre. Ensuite, ils restèrent allongés, emmêlés dans des draps de lin, leurs membres entrelacés, le bruit des vagues les berçant dans quelque chose entre le sommeil et la sérénité. « J'ai perdu tant de temps, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Non, » répondit-elle, « tu nous as acheté du temps avec ton silence, avec ta retenue, avec ton amour. » Il la regarda alors, vraiment. « Je veux te rendre tout ce que tu as perdu. »« Tu l'as déjà fait, » dit-elle. « Tu m'as donné ma voix, ma force, mon âme. » Ils passèrent les jours suivants à se redécouvrir. Dans la cuisine, ils dansaient pieds nus sur de vieux airs de jazz. Dans le jardin, ils plantaient de la lavande et du romarin, la terre encore fraîche entre leurs doigts. Ils escaladaient les falaises côtières, leur rire résonnant contre le ciel. Et chaque nuit,
Ils faisaient l'amour, comme si le temps leur appartenait à nouveau. Ce n'était pas parfait. Parfois, Sophia se réveillait dans le noir, le cœur battant, se souvenant des lumières froides de cette cellule. Parfois, Nathan fixait l'océan trop longtemps, la culpabilité scintillant dans ses yeux. Mais il ne se cachait plus. Il parlait, il se touchait, il guérissait. Et lentement, le passé relâchait son emprise. Un soir, alors que le soleil plongeait bas et peignait le ciel en feu, Sophia trouva Nathan dans le salon avec un grand carnet de croquis sur les genoux. Il la dessinait, mais cette fois, elle n'était pas endormie, distante ou capturée dans un moment caché. Elle riait, les cheveux ébouriffés par le vent, les yeux vivants. « C'est comme ça que tu me vois maintenant » demanda-t-elle en s'approchant de lui. Il hocha la tête. « C'est comme ça que je t'ai toujours vu. Je ne croyais simplement pas mériter la vraie toi. » Elle s'agenouilla devant lui, prit le crayon de sa main et embrassa sa paume. « Tu mérites tout, dit-elle. Mais je ne veux plus du parfait. Je veux du vrai, du désordonné, de nous. » Il se pencha, posant son front contre le sien. « Alors construisons-le, murmura-t-il, pas pour le spectacle, pas pour la sécurité, mais pour nous. » Et à ce moment-là, quelque chose changea, pas seulement entre eux, mais en eux. Ils ne survivaient plus, ils vivaient, rêvaient, aimaient. Et quand Sophia murmura plus tard. 3 ans dans le silence. Maintenant, je ne peux pas passer 3 heures sans toi, Nathan se contenta de sourire et de la serrer contre lui. 50 ans ne suffiront pas, dit-il. Je veux une éternité avec toi. Et cette fois, rien ne se dressait sur leur chemin, ni contrat, ni peur, ni silence, seulement l'amour, bruyant, implacable, et enfin, complètement libre. En fin de compte, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas le pouvoir. C'était le contact, un geste qui semblait simple mais qui avait été refusé pendant des années au nom de contrats, de menaces et de peur. Mais quand l'amour est réel, il trouve un chemin, même dans le silence. Ils ont attendu, souffert, survécu. Et le moment où ils se sont enfin autorisés à s'aimer, le monde autour d'eux a essayé de les détruire. Mais il a échoué, car rien n'est plus fort qu'un amour qui choisit de résister, même quand tout semble perdu.